Bienvenue à tous. Le tout premier épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation du Québec. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Chloé Sondavos, qui est réalisatrice à Radio-Canada. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment faire une bonne veille technologique dans une technologie qui évolue tellement rapidement. Chloé, bienvenue parmi nous. On est aussi avec Luc Sirois. Bonjour, hey, on est tellement chanceux. Puis Mhm. pour les dirigeants, dirigeantes qui sont avec nous, la question est imminente. On est bombardé d'informations. Et là, la technologie change tellement rapidement. Comment rester à l'affût? Comment trouver ce qui est nécessaire à comprendre? On a une experte qui fait ça constamment. On est honoré d'avoir Chloé avec nous autres aujourd'hui. Vraiment. Bonjour. Puis c'est une promesse qu'on s'était fait à travers les épisodes du balado. Puis Chloé, tu marques l'histoire du balado parce que tu es la toute première invitée. Donc Chloé, parle-nous un peu de toi, puis parle-nous après comment faire une bonne veille technologique, puis qu'est-ce qui t'a allumé à créer ces veilles technologiques? Et bonjour à vous deux et merci de m'accueillir. C'est un immense honneur de pouvoir aborder ce sujet-là avec vous. Et c'est la question que tout le monde se pose en ce moment, comment s'y retrouver dans ce domaine qui évolue tellement vite. Moi-même, je commence mes journées avec l'IA et je les termine bien souvent avec l'IA parce que simplement se tenir à jour, c'est un effort de tous les instants. Mais il y a effectivement des méthodes et des stratégies qu'on peut développer pour rendre ce voyage-là un petit peu plus serein et toujours aussi passionnant parce que ces nouveautés qui se déploient sous nos yeux, elles nous permettent de faire les choses autrement, d'apprendre, de se développer, d'innover. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et je dirais que c'est un peu le cœur d'une veille technologique. Si on revient à l'étymologie, vigile, ça, dans le latin, on fait un petit voyage dans le temps, donc ça renvoie à la vigilance, le fait d'être aux aguets. On pense aussi aux veilleurs de nuit, donc les personnes qui cheminent dans l'obscurité pour aller détecter des signaux. Alors avec la veille technologique, on va justement utiliser des outils qui sont à notre disposition. Luc, on parle de veille technologique. C'est quoi la valeur ajoutée pour les entrepreneurs et les dirigeants? Ben, c'est sûr que pour un dirigeant d'entreprise, il y a besoin, l'idéal, c'est de comprendre son marché, comprendre les opportunités qui s'offrent à l'entreprise. Idéalement, même, si on veut que l'entreprise grandisse, qu'elle puisse mieux comprendre les marchés étrangers, les besoins à combler avec des nouveaux produits, des nouvelles solutions, les tendances qui vont faire qu'on va travailler sur les bonnes choses. Donc, d'avoir une veille qui nous amène ces pointeurs-là, j'assume que c'est, d'un point de vue des dirigeants, dirigeantes, là, c'est des choses importantes. C'est sûr que de comprendre la technologie pour les technophiles, ça peut être cute, là, ça peut être drôle, mais en quelque part, ils sont tellement occupés, ils ont tellement mille et une autres priorités qu'il faut que ce soit utile. Mhm. Puis Chloé, toi de ton côté, tu sais, justement, Luc parlait d'utilité. Ouais. Comment on fait pour ne pas être submergé d'informations puis que ça devienne juste une veille, justement, cute ou pour les technophiles? Parce que ça a une valeur concrète, hein? Exactement, on vit Mm. dans une époque très paradoxale parce qu'en fait, il y a une abondance d'informations, mais qui ne veut pas dire qu'on est mieux informé. Mhm. Et donc, le Ah, c'est travail bien de dit, la oui. veille, c'est justement de rendre utile, de donner du sens à ces informations. Et la chance qu'on a, je pense, c'est qu'il y a une variété de sources à laquelle on peut s'abreuver. On peut aller chercher parmi les industries elles-mêmes. Les blogs, par exemple, des entreprises comme OpenAI, comme Google, comme Meta, ce sont vraiment des mines d'or pour comprendre les stratégies derrière des annonces, parfois cute, parfois avec un petit peu de lustre. On peut évidemment aussi plonger du côté de tous les forums en ligne. Reddit est en train de devenir une mine d'or Mhm. pour Ah, comprendre aussi toutes les discussions dans le domaine de la technologie, mais en lien parfois avec des tendances d'affaires, des tendances de société. Toutes les publications académiques, évidemment, sont aussi des références. Donc, on peut croiser ces différentes sources. Les médias, je vais quand même un petit peu parler pour ma ben oui, paroisse aussi. absolument. Les Et sites peut- spécialisés, les infolettres, pour justement donner du sens à cette information et la choisir. Et peut-être écouter les autres dirigeants, dirigeantes eux-mêmes et comprendre leurs explorations, leurs découvertes. Exactement, c'est se donner les moyens aussi de créer une conversation, de pouvoir
pouvoir y participer parce que la veille peut être une veille, j'ai envie de dire, passive. Donc, on va pouvoir, oui, chercher les infos, les analyser, se faire une tête, comme on dit, mais on peut aussi diffuser, produire de l'information qui va nous positionner aussi dans cet espace communicationnel qui est très compétitif. Ça peut être vraiment étourdissant parce que Ouais. l'intelligence artificielle, en général, tout le monde nous dit il faut pas manquer le bateau, il faut pas manquer le train, il faut pas manquer la grande vague. Donc là, on sent vraiment qu'on est en train de manquer quelque chose à chaque fois qu'on s'y intéresse pas. Mais disons qu'on prend ce pas de recul puis Mhm. on devient zen. Par Ouais. où on commence, Chloé? Je pense que la première question peut-être à se poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche Mhm. et pourquoi? Par exemple, moi qui travaille dans les médias, ma veille technologique va me servir à me tenir à jour, à pouvoir repérer justement les nouveautés dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc savoir au quotidien ce qui sort, ce qui évolue, qu'est-ce qui est significatif, mais pouvoir aussi dresser un portrait un petit peu plus à long terme. Parce que le risque, justement, vu qu'il y a cette accélération à des cycles d'innovation, c'est qu'on finisse par sauter sur toutes les nouveautés et elles n'ont pas toutes la même signification. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir? Mes objectifs comme journaliste vont être différents des objectifs, par exemple, d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur qui travaille dans un domaine en particulier, d'une personne qui veut créer des rapports stratégiques. Donc, en premier, le type d'information et quelle utilisation on va en faire aussi. Si on regarde les trois grandes étapes de la veille, il y a vraiment la collecte en premier lieu, on va ramasser les informations, l'analyse, on va donner sens à ces informations, on va créer des liens. Et la troisième étape, ça va être la synthèse, où on va faire parler les données qu'on a rassemblées, qu'on a analysées. Et si je comprends, quand tu nous dis savoir pourquoi, donc ça veut dire commencer avec une question ou commencer avec un projet ou un problème à régler? Oui, je pense en fonction exactement de notre propre contexte, de nos besoins. Qu'est-ce que je devrais savoir? Ça va orienter déjà le choix des sources, la façon de les organiser, et puis la façon aussi de rendre cette veille opérationnelle, parce que la force d'une veille, c'est justement de pouvoir éclairer la prise de décision. Ben, c'est ça, le dirigeante, le décideur se pose souvent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce que c'est pas juste de comprendre Mhm. que des outils existent, c'est d'être capable de faire le lien puis de faire la translation pour son contexte. Oui, et cet aspect, j'ai envie de dire réflexif, de commencer par réfléchir Mhm. où on se situe, où on veut aller, il est essentiel, en fait, je pense, dans tout le processus d'apprivoisement de l'intelligence artificielle. Même si Mhm. on regarde nos processus d'entreprise, c'est un petit peu comme aller chez le docteur en consultation. Où est-ce que ça fait mal? Où est-ce que ça gratte? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre façon de faire, comme gymnastique, pour assouplir un petit peu les jointures? Parce OK. qu'on n'a pas besoin de réparer quelque chose qui fonctionne déjà. Donc, se Mhm. poser ces questions-là en premier pour l'adoption de l'intelligence artificielle, je pense que c'est intéressant. Et pour la veille aussi, quelles informations pourraient faire une différence, pourraient me rendre plus opérationnelle, me faire gagner aussi en vélocité? Anne, ce Mais que je trouve intéressant, tu vois, dans les premières années de l'introduction des modèles, grands modèles de langage, de l'IA générative, l'inquiétude et le réflexe, c'était de dire qu'il faut développer l'esprit critique. Mhm. Mais là, ce que j'entends, c'est pas ça. C'est non, il faut développer l'intention, l'esprit d'avancer, de savoir qu'est-ce qu'on a à régler comme problème. Donc, c'est toute une autre attitude. Et je pense que les deux sont vraiment complémentaires. Effectivement, l'intention et aussi l'esprit Mhm. critique, parce qu'on le disait d'entrée de jeu, il y a beaucoup d'informations qui circulent. En fait, il y a du bruit, il y a de l'opacité. Comment discriminer les informations qui sont intéressantes, pertinentes des Mhm. autres? Comment ne pas Mhm. perdre d'énergie, s'éparpiller dans une veille? C'est là que l'esprit Oui. critique aussi est vraiment utile. Puis dis-moi concrètement, là, moi je suis Ouais. un dirigeant Mhm. ou je suis quelqu'un qui veut s'intéresser à l'intelligence artificielle. Je le sais qu'il y a ChatGPT, mais je sais qu'il y a d'autres modèles aussi. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur un moteur de recherche. Comment je pose la Oui, c'est une première bonne question question, pour ça. commencer à créer cette veille technologique-là? Les premiers pas, en fait, Mm. je crois qu'il y a plusieurs premiers pas qui sont possibles. Oui, effectivement, les traditionnels moteurs de recherche, mais eux-mêmes sont en train d'évoluer maintenant Mhm. avec l'intelligence artificielle. On voit les
résumés génératifs qui arrivent sur Google, sur ChatGPT. Un outil qui peut être intéressant à tester aussi, c'est Perplexity, Oui. qui est justement, on pourrait dire, un moteur de réponse qui vient intégrer de l'IA générative à des processus de recherche pour accélérer le chemin vers la découverte des réponses, justement. Donc, on peut poser des questions assez ouvertes pour effectivement identifier de nouveaux outils, de nouvelles sources aussi. Ça, c'est comme une porte d'entrée classique. Je trouve que c'est intéressant de regarder aussi comment se rapprocher de ce qu'on appelle des sources primaires. Donc, des gens qui sont Hmm. près de l'innovation. Ça peut être des dirigeants d'entreprise, des responsables des opérations technologiques dans des entreprises. Donc, simplement aller fureter un petit peu, identifier ces personnes et les trouver sur les réseaux sociaux. Évidemment, les cibles de choix, ce serait LinkedIn, X qui reste encore une plateforme très importante dans le domaine des technologies, Threads qui est assez active aussi. Tous les réseaux sociaux que vous connaissez peuvent être intéressants. Ça prend du temps d'aller repérer ces personnes individuellement et de les trouver sur les réseaux sociaux, mais ça permet souvent d'avoir accès à de l'information, donc de première main, de première qualité, plus rapidement aussi. À partir de là, vous pouvez vous créer une alerte. Moi, par exemple, je vais vous dévoiler des petits trucs comme ça. J'ai des alertes sur les comptes de Google ou de Sam Altman, qui est le dirigeant de OpenAI sur X, ce qui fait que dès que ces comptes publient quelque chose, je vais en être informé et ça peut faire une différence dans des situations où il faut aller vite. Donc ça, c'est comme une deuxième étape qui est possible aussi pour savoir par où commencer. Un outil que je trouve aussi très utile, ce sont les bons vieux fils RSS. Ah, Vous en avez déjà peut-être entendu À parler. l'époque, on avait ça, mais c'est encore pertinent. C'est très pertinent. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui font de la veille technologique ou de la veille stratégique qui les utilisent via des agrégateurs de fils RSS. L'idée, en fait, c'est qu'on peut construire notre propre menu. On peut aller sélectionner les sources qui nous intéressent, les assembler par catégorie. Et donc, au fil d'une année, parfois, on va faire une veille plus ciblée sur un domaine. Ça peut être les innovations dans un domaine plus précis de l'intelligence artificielle ou dans d'autres domaines des technologies. Et les agrégateurs RSS vont nous permettre d'organiser des canaux ciblés avec les sources qu'on choisit. Donc, c'est quelque chose qui peut être très puissant aussi dans la durée, parce qu'une veille, on prend du temps à la mettre en place, mais l'idée, c'est qu'elle puisse nous servir dans le temps et qu'elle puisse évoluer aussi. Donc, déjà, trois oui, premiers pas qu'on peut poser. tout Ouais. à fait. Tu sais, Moi, je lorsque... retiens ça. Pardon, Anne, je retiens Perplexity parce que justement, c'est de trouver de l'information à partir de questions. Donc, l'intention est là dès le départ. Moi, je fais ma veille sur Perplexity, Ouais. justement, parce que j'aime toujours regarder c'est quoi les références. Moi, c'est le matin, un peu comme toi, au déjeuner, là, je prends une dose de Perplexity. Je demande quelles sont les nouveautés en intelligence artificielle. Là, on préparait ce balado-là. Donc, quelles sont les nouveautés en intelligence artificielle pour la création de balado? Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que pendant mes vacances, il s'est passé tellement de choses dans la technologie, l'évolution des balados, notamment Notebook LM. Donc, Ouais. raconte-nous un peu les découvertes à travers lesquelles tu n'aurais pas pu t'accrocher si tu n'avais pas fait une bonne veille technologique. Mais tu viens de mentionner Notebook LM. Ça a été vraiment quelque chose d'intéressant à suivre parce que Ben, c'est aidez-moi, un Notebook LM, qu'est-ce voilà, que voilà, c'est? j'allais justement faire le petit rappel. Notebook LM vient du Google Labs, donc une partie de Google dédiée à l'innovation, l'exploration de nouvelles solutions. Ils ont réuni une petite équipe d'ingénieurs et dans cette équipe, ils ont invité un auteur, un essayiste, Steven Johnson, qui est une personne obsédée par l'idée d'utiliser la technologie comme assistance cognitive. Donc, on ne veut pas arrêter de penser, on ne veut pas sous-traiter non plus notre On veut capacité de penser. augmenter sa Voilà, on veut aller capacité. chercher de nouveaux éclairages. Donc, Notebook LM a été développé comme un genre de carnet virtuel dans lequel on peut injecter des sources de notre choix. Ça peut être des liens vers des sites web, ça peut être des PDF, des liens vers notre Google Drive. Et l'intelligence artificielle, donc les grands modèles de langage, dans ce cas-ci, c'est Gemini de Google, va pouvoir aller travailler à l'intérieur de ces sources, nous aider à faire des liens, des résumés, revisiter notre matière. Et on peut avoir comme ça une conversation avec les sources qu'on a choisies. On peut même générer des résumés audio. Donc, un genre d'épisode de podcast, de balado comme vous deux, animé par un homme, une femme,
virtuels Mhm. qui ont moins de Alimenté personnalité que par vous, nos sources et nos mais alimentés par informations nos sources. Donc, c'est exactement. Et incroyables. quand donc Notebook LM a d'abord été lancé comme un projet expérimental, ils ont ajouté de nouvelles fonctionnalités à la fin de l'été 2024 et il y a eu un buzz qui a commencé à Mhm. être généré sur le web et c'est à ce moment-là, quand on fait une veille, qu'on voit plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, dans nos sources médias, qui parlent d'une innovation en disant il se passe quelque chose. Et quand on suit des gens et des gens dont on connaît justement la crédibilité, l'expertise et que ces gens-là nous disent oh, wow, c'est la première fois que je Mhm. suis aussi étonnée depuis le lancement de ChatGPT, ce sont comme des indices qu'il y a quelque chose à aller explorer à ce Mhm. niveau-là. Et à ce moment-là, on peut croiser ces sources secondaires avec les sources primaires. Donc, par exemple, Steven Johnson, l'équipe de Notebook LM, on peut avoir accès directement à certains de leurs points de vue, de leurs commentaires sur les réseaux Mhm. sociaux et on peut se construire notre propre compréhension Hmm. d'un phénomène en Mm. émergence. Mais Anne, tu poses la question parce que, Chloé, tu as utilisé Notebook LM mais dans ton propre travail. Oui, tout à fait. De plusieurs façons. Ça peut être justement quand j'ai commencé à travailler sur la question de l'IA et des jeunes. Mm. J'ai participé à des événements, développé une émission spéciale aussi, des ateliers. Oui, qu'on Euh, recommande d'ailleurs. Mais c'était fascinant d'entendre tous ces jeunes. Oui, en fait, Anne, il faut donner le lien à nos auditeurs, Ce là, sera nos fait, ce sera participants. fait. Merci beaucoup. Oui, c'est tellement intéressant d'entendre justement la voix, les points de vue de cette nouvelle Mhm. génération sur la technologie que cette génération-là va façonner. Donc, j'ai commencé par faire une recherche plus de type documentaire, aller chercher des rapports créés par des organismes de référence, mais on peut se retrouver rapidement avec des centaines de pages. Mhm. C'est très chronophage de passer à travers tout ça. On peut s'y perdre. Tout à fait. Donc, les rassembler dans ce type de plateforme, ça peut nous aider justement à créer des liens, à synthétiser. Le recherchiste qui a travaillé avec Mhm. moi sur cette émission, Alexandre Sheldon, Mhm. lui-même utilisait Notebook LM pour résumer certains rapports. Et là, c'est toujours évidemment important de rappeler, l'IA générative n'est pas fiable à 100%. Ce sont des modèles de langage et pas de connaissances. Donc, ça peut nous aider à faire du Mhm. traitement de langage, mais on doit quand même toujours vérifier les informations et encore une fois garder notre esprit Mm. critique. Mais ça peut amener des éclairages, de nouveaux Tout à éclairages, fait. voilà. Et, Donc, on salue Alexandre en Oui. passant. Bonjour, bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Mais écoute, mais c'est fascinant que tu parlais comment ces outils étaient destinés à augmenter la capacité Mhm. humaine. Là, c'est le plus bel exemple. Les recherchistes ou les chercheurs en sciences humaines ou j'assume pourront absorber plus de littérature, plus de l'état de l'art dans la science, dans les publications, dans ce qu'il y a dans les journaux. C'est une très bonne question. En fait, je crois qu'on est encore en train de voir comment ça nous aide, quels sont parfois les risques aussi Mhm. Les de ces limites. outils-là. Mais effectivement, pour assimiler plus rapidement certaines connaissances, ça peut aider. Et en même temps, je trouve que c'est important de rappeler la valeur intrinsèque aussi du temps qu'on consacre à plonger dans un rapport, à plonger dans un Mhm. texte qui nous Mhm. intéresse pour pouvoir vraiment se l'approprier. Oui. Je parlais avec une collègue à Radio-Canada, Émilie Lecourt, qui travaille justement en veille stratégique, et elle me disait que pour pouvoir restituer un rapport ou restituer une analyse de tendance, ce temps-là, quand on s'approprie, quand on laisse le contenu vraiment devenir une part de nous-mêmes, il est important. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance de s'imprégner, pas juste avoir Exactement. des résumés. Mhm. Oui, et nous-mêmes aussi faire les liens, se questionner. Mhm. Et je trouve qu'il y a une dimension humaine aussi dans la veille technologique qui est fondamentale. Comme ce qu'on fait en ce moment, on partage des questions, des réflexions. Ça fait partie aussi Mhm. de la veille Ah oui. technologique, Oui. d'aller à la rencontre des gens, d'aller Poser dans des des questions. événements, d'écouter des balados pour aussi enrichir nos sources. Tout ne se C'est passe pas tellement via vrai, des ça. écrans. C'est comme si, quand quelqu'un comme là, aujourd'hui, tu nous expliques quelque chose, on dirait que ça nous rend plus attentifs, plus allumés, puis Mhm. en fait, c'est comme si on comprenait mieux. Oui, Et parfois, ça nous fait gagner du temps. tout à On peut fait. avoir l'impression que les outils, c'est la panacée pour aller plus vite, mais parfois, une demi-heure, 1 heure d'écoute d'une personne qui est vraiment spécialisée, ça va nous mettre à jour sur le sujet, ça va nous aiguiller aussi Mhm. vers d'autres sources, et donc ça peut enrichir Oui. notre veille de cette façon-là. Vous appréciez ce que vous êtes en train d'écouter? N'hésitez pas à partager le contenu du balado sur vos réseaux et de vous abonner à nos différentes pages. De retour vers l'épisode en cours.
Tu vois, à travers ma propre veille technologique, moi, j'étais très intéressée au niveau de l'éducation. Donc, moi, je suis Mhm. partie d'un sujet d'intérêt qui était l'éducation puis l'intelligence artificielle. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert Simon Duguay, qu'on va recevoir aussi dans un de Ouais. nos épisodes. Donc, je me dis, ah, lui, j'ai commencé à le suivre. Et là, tout d'un coup, j'ai Mhm. commencé à comprendre c'est quoi les outils qu'il utilisait Ah dans le oui, ah quotidien. oui. Et Ouais. là, par-dessus ça, je me suis dit, si je suis cette personne-là, c'est sûr que je vais découvrir d'autres choses. Donc, partir, comme tu dis, Chloé, d'un sujet, Ouais. puis par la suite découvrir qui sont les gens influents, quelles sont les différentes tendances. De la Ouais. même façon que toi, avec ta collègue, tu dis, pour faire une bonne veille stratégique, il faut que je sois capable de tout suivre. Donc, comment faire une bonne veille Moi, en technologique? C'est passant, je quoi suis les chanceux parce outils? que j'ai Anne toujours prédisponible. Ça fait que c'est mon intelligence Et bien naturelle. Je peux lui entouré. dire, Anne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, raconte-nous aussi quelque chose d'autre que tu as découvert. Parce que je sais que tu découvres au fur et à mesure. Je sais notamment que tu as découvert comment réanimer certaines images d'archives. Mais quelle Mhm. était la question au départ que tu t'es posée avant de trouver que c'était Ah, possible de réanimer des images d'archives grâce à l'intelligence artificielle? En fait, c'est au cœur de mon approche de l'intelligence Mhm. artificielle. J'ai une formation en philosophie, pas en apprentissage machine Mhm. ou en ah, ça, c'est sciences fascinant. informatiques. Et donc, j'aime poser des questions et j'aime aussi expérimenter. La OK. philosophie, parfois, on a l'impression que c'est dans les livres, que c'est un peu déconnecté de la vie, mais on peut aussi vivre des expériences de pensée. Oui. Et l'intelligence artificielle et cette vague d'IA générative dans laquelle on est plongé en ce moment, elle nous donne l'opportunité de tester beaucoup de choses. Et je trouve qu'à travers ces expériences, on apprend aussi, on développe notre compréhension, notre regard critique, notre perspective sur la technologie. Donc, quand il y a par exemple des systèmes d'IA générative pour de la vidéo Mhm. avec l'IA qui sortent, je trouve que c'est intéressant de les essayer et de voir mais comment dans l'univers dans lequel on vit aujourd'hui, ça peut s'appliquer. Mhm. D'où ce petit test avec effectivement des images d'archives, de voir qu'est-ce qui se passe quand on les anime, Oui. quand on alimente un modèle avec ça, puis quelles questions ça soulève aussi. Je suis rentrée en contact avec, par exemple, une association des archivistes aux États-Unis Mhm. qui développe toute une réflexion sur la valeur des archives quand l'IA peut créer du Ben, nouveau matériel, peut, mais ou transmettre l'intelligence du passé qui dort exactement. dans nos archives. Je fais un petit Ouais, clin d'œil à Marie Grégoire et à oui, la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec, là, qui ont un trésor d'histoire et de culture qui dort dans leurs murs. oui, et l'IA peut nous aider Mhm. à rentrer en contact avec, par exemple, des sources manuscrites qu'on va pouvoir plus facilement numériser ou à restaurer de certaines sources également. Mais c'est toujours l'espèce de Mhm. double face, le potentiel bénéfique, les risques aussi, et d'où l'importance aussi de ces questionnements-là, de ces Oui. expériences. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a adressé plusieurs sujets différents, Mhm. plusieurs domaines différents, et j'ai l'impression que peu importe ton domaine, tu es capable de créer une veille technologique qui est pertinente. Donc, tu sais, dans cette pertinence-là, on a quand même beaucoup d'informations. On se fait Mhm. solliciter de toutes parts pour s'abonner à des infolettes, Ouais. s'abonner à des balados, s'abonner. Comment faire la distinction ou quelles questions plutôt se poser pour Mhm. pouvoir faire des choix judicieux d'abonnement pour trouver justement la bonne source qui correspond à ton problème, là? Ouais, je vais Mm. utiliser une analogie, vous me direz Mhm. si elle vous parle ou pas. Je réalise entre autres une émission consacrée à l'environnement. On travaille avec des artistes, des humoristes. Et un jour, au micro de notre émission, Feuvard, un humoriste a dit, moi, je mets jamais quelque chose sur ma peau si je ne suis pas prêt à le manger. Parce Ah, qu'il part du principe que les ingrédients doivent être assez sains pour son organisme de façon globale. Mm. Bon, alors mhm. évidemment, c'est dit avec une petite touche Ben d'humour. oui. En espérant Mais que c'est pas l'inverse, non.
Mais on pourrait faire l'analogie avec nos sources d'information. Quand on fait rentrer une source dans notre diète, quand on choisit de s'abonner à une infolettre, est-ce qu'on est prêt à se Mhm. réveiller et à Ah! s'endormir avec ces informations-là? Est-ce que ça nous enrichit? Est-ce que ça enrichit notre quotidien? Est-ce que ça stimule nos neurones? Ou est-ce que ça Mmh. contribue un peu à un sentiment d'étourdissement? Oui. Donc, on revient à l'intentionnalité, au fait de prendre un petit peu plus de temps avant d'appuyer sur «je m'abonne». Oui. On revient aussi à l'importance, je pense, de repérer qui sont les personnes derrière les sources. Mhm. Souvent, moi, avant de m'abonner à un compte sur un réseau social, je vais aller regarder plusieurs publications pour avoir une idée. Est-ce que c'est une personne, justement, qui est très critique, au contraire, qui a un discours très pro, Mmh. accélération de l'IA peut tout faire? Et je crois que dans une diète équilibrée, on a besoin d'un peu de Mmh. tout, de ces différentes perspectives pour pouvoir, à partir de là, dégager notre propre opinion. Mais donc, effectivement, il y a un travail critique d'analyse des sources, je crois, à faire Oui. avant de les faire rentrer dans notre menu, dans notre veille Oui. technologique. Puis effectivement, comme on parlait tout à l'heure de Perplexity, Oui. lorsqu'on regarde Perplexity, ça donne les références. Puis très Mhm. souvent, maintenant, j'ai le réflexe de D'aller les d'aller sur consulter. oui, exactement, parce qu'il y a des sources qui sont générées par l'intelligence artificielle aussi. Donc moi, Mhm. je fais toujours contrepartie pour être certain que c'est un auteur réel et non seulement une source qui a été créée pour répondre à une demande de référence. Donc, tu sais, toi, dans l'éveil, quelles sont les différentes leçons apprises? Est-ce que tu as déjà suivi des gens qui t'ont fait: «Ah non, finalement, je me désabonne». Puis c'est quoi cette action-là de se désabonner? Parce qu'on dirait, tu sais, tu parlais de diète tout à l'heure, Ouais. on accumule plein d'infolettes, plein de veilles, on a du mal à se désabonner. Donc, explique-nous ce moment-là que tu dis: «Faut que je me désabonne, ça me sert à rien». Effectivement, Mmh. c'est drôle parce que justement, en préparant notre rencontre, j'ai fait l'exercice de revoir. Je suis abonnée à Mmh. plusieurs infolettres et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je me disais, il y en a que je vois passer tous les jours et que je n'ouvre plus. Mmh. C'est un petit peu le corps ou la tête qui parle dans ces moments-là. C'est-à-dire que je les ai ouvertes une fois, deux fois. C'est quelque chose qui n'apparaît plus prioritaire. À contrario, parfois, on va quand même les rouvrir et avoir des bonnes surprises. Mais la veille est un processus continu dans le sens où je crois qu'on doit toujours réévaluer nos sources pour effectivement voir si elles sont pertinentes ou pas. Mmh. Puis je me demandais, tu sais, si, parce qu'on est déjà presque à la fin du premier balado qui marque l'histoire, des balados IA Québec. Chloé, j'aimerais que tu puisses partager peut-être, des découvertes que tu as fait, peut-être quelques mots de la fin pour encourager les entrepreneurs, les dirigeants ou même, peu importe qui nous écoute, à créer leur veille technologique pertinente. Puis je laisserai la dernière minute ensuite, à Luc. Donc je te laisse aller en premier, Chloé. Je pense que la veille est un petit peu un exercice de conciliation de différentes forces dynamiques. On a parlé de l'intentionnalité, on a parlé de l'esprit critique, Mmh. se poser des questions en commençant. Donc, on veut que la veille soit bien enlignée sur nos besoins. Et en même temps, je vais citer ici Catherine Matisse, qui fait Mmh. partie de la Société des Demain et qui, elle, m'expliquait que dans sa veille, elle fait attention à amener des points de vue dissonants, à pouvoir être alimentée par autre chose que ce qu'elle connaît et même autre chose que ce qu'elle cherche. Dans son cas, ce sont des signaux faibles qu'elle veut aller repérer, donc des indices de futur potentiel, mais pas certains, à la différence des tendances ou des méga tendances qui sont comme les gros courants de fond. Donc, quand on va chercher ces signaux faibles qui ont aussi une utilité, il faut être très, très à l'affût, être prêt à être surpris, être prêt à être aussi un Mmh. peu bousculé. Et je pense que c'est une des choses, moi, que je préfère dans la veille, c'est ce sentiment des neurones qui s'allument quand on découvre quelque Mmh. chose. Parfois, c'est un sujet sur lequel on fait des recherches et là, on sent que notre perspective est en train de s'enrichir, c'est tellement stimulant. Mais parfois, on découvre aussi quelque chose de nouveau qui va nous donner des idées. Dans mon cas, ça peut être une idée de reportage, une idée d'émission. Mhm. Pour quelqu'un qui est dans une entreprise, ça peut être une idée de projet justement à développer où on voit des opportunités à saisir ou des menaces aussi à éviter. Donc la veille, en fait, vient nous équiper dans un environnement qui est très changeant,
et de plus en plus rapidement, elle vient nous outiller aussi pour justement pouvoir s'adapter en continu. Donc, les infolettres, par exemple, pour la société des demain, il y a Télescope qui est intéressant. Je trouve que c'est vraiment des bonnes ressources. Dans le domaine de l'IA, il y a beaucoup d'infolettres ciblées aussi autour des outils. Par exemple, Futurepedia ou There's an AI for that. Sont There's des an choses. AI for that. Oui. Comme there's an app for that à l'époque. Exactement. Et donc, comme ça, rapidement, il y a des informations qui peuvent venir à nous pour nous abreuver. Et comme je vous disais, les rencontres aussi en personne, les bons vieux fils RSS, l'IA aussi, si on veut passer un niveau un petit peu plus poussé, on peut utiliser des outils d'IA pour aller chercher de l'information, l'organiser, résumer, traduire. Il y a des infolettres maintenant qui sont produites entièrement avec l'IA. Donc, on a comme beaucoup de stratégies différentes. On peut faire bouger plus ou moins loin le curseur de l'automatisation ou de l'autonomie humaine. Je pense que chaque personne peut trouver un équilibre à travers tout ça, mais la veille, pour moi, c'est quelque chose de très, très stimulant. Ce sont des heureuses découvertes. Ah, génial. C'est génial. Moi, j'aime entendre que la veille, c'est pas juste dans ce cas-ci pour avoir de l'information ou du savoir, mais pour avoir des idées. Ouais. Et puis ça, c'est fondamentalement humain parce que fort de toutes ces sources et toutes ces veilles, on peut avancer, faire des nouvelles choses, avoir les neurones qui s'échauffent et, comme dans la société des demain, voir les différents demains possibles, puis peut-être faire un pas vers ça. Donc, Oui, et l'IA nous donne vraiment l'occasion de faire ça aussi. On sait qu'il y a beaucoup d'amplification. Parfois, quand il y a des nouveautés, c'est les exemples les plus probants qui vont être mis de l'avant. Donc, le fait de suivre des sources différentes, ça nous aide aussi à pouvoir mieux se repérer dans ce paysage-là et prendre des décisions aussi qui ont du sens et qui vont nous faire avancer dans le bon sens. Puis dans l'esprit de prendre des décisions qui ont du sens, tu te rappelles, Anne, dans tout l'effort collectif de réflexion sur les enjeux de l'IA qui a mené avec plusieurs co-leaders, co-responsables au rapport Prêt pour l'IA. Moi, une des découvertes que j'avais faites à l'époque, c'était, et je le partageais avec les participants à la réflexion, c'était que plus que jamais, c'est les sciences humaines, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie qui nous informent pour réfléchir à l'avenir, beaucoup plus que la technologie ou les mathématiques ou l'ingénierie, parce que les questions qu'on se pose ici, elles sont humaines. Et là, je découvre que notre grande guide était formée en philosophie, d'abord et avant tout, et qu'elle peut comme ça nous aider à explorer le domaine de la technologie avec autant de sagesse. Mais merci, Luc. Et je dirais que je suis quelqu'un qui chemine avec beaucoup d'autres, avec vous aussi. C'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire ensemble. Puis ça a été vraiment un honneur pour nous de démarrer ce balado-là avec toi, Chloé. Donc, merci vraiment à tous d'avoir écouté ce premier épisode qui marque l'histoire de IA Québec, un balado par le Conseil de l'innovation du Québec. Encore une fois, on était dans l'ABC d'une veille technologique avec Chloé Sondervoss, réalisatrice à Radio-Canada. Merci. Merci, Chloé. Merci beaucoup. Luc. À bientôt.